vous demande d'accueillir David Alphand, alors qui n'est pas candidat à la mairie de Paris. Vous représentez Rachida Dati, c'est bien cela? C'est qu'en effet, je représente Rachida Dati ce soir. Je co-préside avec Rachida notre groupe au Conseil de Paris, et je suis moi-même élu parisien. Pour des questions d'agenda relatifs à Rachida Dati, elle ne peut pas être là ce soir parmi nous, mais je peux vous assurer que je lui rapporterai fidèlement nos échanges. Pour commencer, je vous propose d'écouter Mustapha qui va vous poser ces questions et vous aurez 4 minutes pour lui répondre. Bonsoir monsieur, je suis Mustapha, âgé de 75 ans, retraité. J'essaie de travailler à 71 ans. Je travaillais dans un centre pour personnes autistes. Et à cause du Covid, j'ai dû rester plus que la normale. Bon, ça m'a permis, tout au long d'un long parcours au service des publics divers et variés, aussi bien dans l'éducation que dans l'animation, que dans l'enseignement. Et puis j'ai moi-même vécu personnellement les difficultés que relatent certains ici. À un moment de ma vie, ça a été assez difficile. Ça m'a permis de comprendre des situations qui ne sont pas forcément complètement visibles pour des gens. Je vais commencer par dire quelque chose de bien concernant ce que propose Madame Dati, que vous représentez ce soir. Elle propose des parkings relais aux entrées de Paris pour inciter les automobilistes à stationner à l'extérieur et réduire la circulation automobile dans le centre. Je trouve que c'est une bonne chose. Montpellier a déjà fait ça il y a longtemps et j'y suis allé, c'est quelque chose de très bien, c'est une bonne chose. Bon, maintenant qu'on a mis les sucreries, on va mettre un peu de piment. Passez au sel. Le sel de la vie. Donc, je constate qu'il y a un problème de formation des professionnels et de contrôle des professionnels qui existent dans Paris. La formation est déficiente, leur implication est moins que modeste, parce que leur salaire est ridicule, compte tenu de leur qualification. Il faudrait créer un appel d'air pour que les gens mieux payés, mieux formés, fassent un meilleur travail et réduisent les difficultés de tous ordres. L'autre problème, c'est le problème du logement, qui est une urgence. J'ai entendu le mot, je le pique à quelqu'un, je ne sais pas qui. C'est un problème, c'est une urgence communale. Comment voulez-vous que quelqu'un qui travaille dans des conditions difficiles, avec un salaire bas, qui habite loin de son lieu de travail, je l'ai dit tout à l'heure, qui rentre très tard le soir et se lève très tôt le matin, on lui demande en même temps de prendre conscience de son environnement social, de ses voisins, de la mairie, de son rôle et son devoir de citoyen. Il ne peut pas s'occuper de ses enfants. C'est un secret pour personne. Le parc locatif de Paris est très déficient. D'autre part, et là maintenant il y a une petite pincée de sel pour Madame Dati, il n'y a aucune intention de créer du logement social dans son programme. Ou alors je me trompe. Et j'aimerais que vous rectifiez si je fais une erreur. Je termine. Tout à l'heure, il a été évoqué un sujet très important à mes yeux. Les MNA, ce sont les mineurs non accompagnés qui ont un statut vraiment très, très difficile à assumer. Moi, je considère qu'un enfant, un jeune, c'est un gisement. S'il est bien pris en charge, bien formé, c'est une ressource pour le pays demain. Si on le laisse déconsidérer, eh bien, ce sera quelqu'un de déconsidérable. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de ces questions. Je dois vous dire en préambule, j'ai rencontré 3 présidents de la République. François Hollande, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Oui, tous vivants, oui, bien sûr. Je suis trop jeune pour avoir rencontré les autres, en tout cas avoir eu à les saluer. Et je l'ai fait sans aucune appréhension. C'était assez naturel pour moi. Mais ce soir, je viens et j'ai une certaine appréhension. Et je le dis avec beaucoup d'humilité. Parce que je sais qu'au travers des questions qui sont posées ce soir, c'est aussi des parcours de vie qui sont mis en lumière avec beaucoup de pudeur. Mais je considère que chacun d'entre nous
Et c'est le cas de tous les élus de ma famille politique. Chacun d'entre nous, on peut être confronté à des difficultés de la vie. J'entendais Madame Chikirou qui, avant moi, parlait de l'accompagnement en santé de son père de 77 ans. J'ai moi aussi une maman de 85 ans qui est confrontée à peu près aux mêmes difficultés à l'heure où on se parle. Et souvent, je me suis dit, moi j'ai eu de la chance. Honnêtement, j'ai eu de la chance. Je suis né en province, dans les Hautes-Alpes. J'avais l'air pur, des parents attentifs. J'ai été plutôt bon élève. Mon père était enseignant. Et j'ai eu de cette chance-là parce que ça m'a permis de bien progresser dans la vie. Et après, j'ai même réussi les grandes écoles. J'ai fait une grande école de commerce. Et aujourd'hui, je suis élu du 16e arrondissement. J'ai eu des enfants attentifs, des parents attentifs, mais je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et je pense que c'est peut-être carton rouge, mais c'est une réalité. J'en viens aux questions que vous m'avez posées. Vous avez parlé de la proposition de Rachida Dati qui concerne effectivement des parkings relais à l'entrée de Paris. Donc là, cette idée des parkings relais, c'est de se dire, on va stationner les véhicules à l'entrée de Paris plutôt qu'ils ne rentrent. Et puis derrière, ça va faciliter la circulation. Et on travaille en bonne intelligence avec les communes voisines. La formation des professionnels à Paris, premier point. Nous, ce qu'on déplore par exemple dans le contexte du périscolaire, c'est qu'il n'y a aucune disposition qui a été prise depuis 10 ans malgré les remontées de problèmes, de victimes parmi les enfants. Jamais la municipalité parisienne n'a pris la moindre disposition. Il a fallu des dizaines et des dizaines de cas et que la presse s'en fasse le relais ces derniers jours pour qu'il y ait des annonces. Deuxième sujet, le logement à Paris. Vous avez parlé d'urgence communale, monsieur. Nous, ce que nous souhaitons, c'est faire moins de logements sociaux, mais mieux de logements sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 250 millions d'euros qui sont consacrés à la préemption pour transformer des logements privés en logements sociaux. Ça ne crée pas un logement supplémentaire à Paris. Par contre, on passe 250 millions d'euros. Nous, on souhaite plutôt améliorer l'état de l'existant et faire quelques programmes complémentaires en fonction des disponibilités foncières. Troisième point, les MNA. Je vais vite, c'est pour respecter le temps de parole, mais je pourrais bien développer. Sur les MNA, nous, ce que nous souhaitons, c'est que demain, Paris, comme tous les autres départements en France, sauf la Seine-Saint-Denis, c'est vrai qu'il y a deux exceptions, il y a Paris et la Seine-Saint-Denis, qu'on mette en place les tests qui permettent de connaître l'âge effectif de ceux qui sont aujourd'hui mineurs ou pas, ou éventuellement majeurs. Voilà. Merci. Non. Paris se refuse depuis des années et des années. Bonjour déjà. Et du coup, désolée, je vais répéter, je m'appelle toujours Agnella et j'ai toujours 25 ans. Mais je vais un peu adapter. Alors pour le coup, moi je suis pas née du tout avec une cuillère d'argent dans la bouche, avec aucune cuillère pour tout vous dire, parce que j'ai été placée de mes 2 ans à mes 19 ans et demi à l'aide sociale à l'enfance. Je suis la 3e génération. Et puisque du coup vous représentez la candidature de Madame Dati à la mairie de Paris, il y a également la compétence de l'aide sociale à l'enfance, et donc c'est tout l'intérêt de mon propos. Sur la question des mineurs isolés, est-ce qu'on peut juste reprendre les 2 mots test osseux? On parle d'enfants, en tout cas d'êtres humains. Il y a un vrai sujet, ça a été vu au niveau de l'échelle européenne déjà, sur l'inhumanité de ces tests-là, d'autant plus qu'ils sont souvent très peu fiables. Donc au-delà des tests, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait? Parce que ces jeunes, ils sont là. Sur la question de l'aide sociale à l'enfance, de manière générale, la ville de Paris est quand même épinglée pour de nombreuses défaillances. Le rapport de la commission d'enquête parle de manière globale des violences faites par le système, des violences institutionnelles. Donc sur le long terme, comment on fait pour accompagner de manière durable? La question du logement, elle revient dans tous les parcours, c'est pas anodin. Le logement, c'est quand même la clé de beaucoup et de tout aujourd'hui. Comment on fait dans une ville en tension? Comment on fait pour ces jeunes-là, pour nous, qui n'avons ni caution, ni parents, ni cuillère? Merci. La question de l'égalité des chances, elle est au cœur de notre réflexion. Vous imaginez bien que quelqu'un comme Rachida Dati, elle a aussi un parcours de vie qui l'a amené à une certaine forme de maturité sur ces questions-là. Et elle non plus n'était pas prédestinée à occuper les responsabilités qu'elle occupe aujourd'hui. Mais ça veut dire que c'est possible, qu'on peut y arriver, que c'est pas parce qu'on s'appelle Rachida qu'on va pas pouvoir atteindre des postes à responsabilité ou des salaires qui permettent un certain nombre de choses. C'est une forme d'exemplarité. Vous évoquiez les MNA. Je suis désolé, mais dans 99
départements sur 101. Les tests osseux sont pratiqués. Vous dites, ils sont inhumains. Ben, je suis un peu surpris parce que si dans 99% des cas on les fait, c'est qu'ils ne doivent pas être si inhumains que ça. Il y a plus de 101 départements et c'est quelque chose qui est déploré, qui a été retoqué par la Cour internationale des droits de l'homme. Et il y a un vrai sujet. Enfin, moi, c'est pas le. Je pense que le débat, dans tous les cas, c'est pas au niveau de votre compétence. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'aide sociale à l'enfance et de la situation là actuellement qui est désastreuse. Juste avant de vous laisser la parole, parce que vous allez pouvoir répondre effectivement à ce qu'Agnella vient de vous dire, est-ce qu'on peut entendre en 1 minute vos deux raisons, les 2 raisons pour lesquelles vous avez levé un carton rouge? Non, j'ai levé en fait le carton rouge parce qu'en fait le test osseux, enfin justifier cela parce que 99% des cas on les pratique, c'est parce que donc c'est pas aussi inhumain que ça, c'est pas pour moi un argument fondé parce que la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, alors en France on peut pas dire beaucoup plus quand même, hein, ils sont prononcés par rapport à l'illégalité de la pratique en fait des tests osseux. Ils l'ont dit. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a condamné la France tout récemment d'avoir pratiqué ces tests osseux et traité des enfants comme des adultes. Donc là, ça ne peut pas aller au-delà de l'humanité quand même, hein, si c'est ce gens-là qui le condamne. Jean-Michel, je vous propose de vous passer la parole pour qu'à votre tour, vous puissiez vous présenter et poser votre question à Monsieur Alphand. Ça fait 15 ans que je bosse pour la même boîte, une boîte médico-sociale. J'ai un salaire et pourtant aujourd'hui je vis en squat. Tout simplement parce que je paye des années et des années d'errance. Je suis moi aussi de l'ADAS, puisque à l'époque c'était l'ADAS. J'ai connu à peu près toutes les institutions qui puissent exister. L'hôpital psychiatrique, la prison, les foyers fermés, ouverts, enfin tout ce que... Voilà. Aujourd'hui, donc, dans mon parcours d'errance, j'ai cumulé énormément de dettes. Ça fait 15 ans que je travaille, ça fait 15 ans que je... Là, aujourd'hui, j'ai à peu près la moitié de mon salaire, mais au départ, j'avais les 3/4 de mon salaire qui étaient pris. Donc forcément, pour me loger, c'était difficile. En étant dans la rue, travailler, c'est pas possible. J'ai rencontré le milieu squat. Grâce à lui, moi, j'ai pu m'épanouir, j'ai pu rencontrer une collectivité, j'ai pu faire du militantisme avec plein d'assauts que j'ai rencontrés. J'ai pu comprendre ce que c'était de vivre avec les autres. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être travailleur social. L'hébergement, c'est vraiment quelque chose de problématique sur la ville de Paris. Le 115, c'était quelque chose qui est inadapté, dépassé, ou même les travailleurs dedans qui sont au standard trient les personnes. Ça, c'est inadmissible. Hein. Quelqu'un qui est à la rue, je ne vois pas qui mérite de plus d'avoir un toit sur la tête qu'une autre. Pour moi, si les deux ont le droit, on n'a pas le droit de trier au standard. En tout cas, c'est ce qui est fait. Qu'est-ce que vous proposez pour rénover un peu tous ces vieilles institutions et qu'elles soient un peu adaptées à ce qui se passe et à la réalité du moment? Alors, sur le logement d'urgence, nous, ce que nous souhaitons, c'est développer des résidences hôtelières à vocation sociale, qui soient dans la reconversion, soit d'immeubles, soit d'hôtels qui sont délaissés par le propriétaire, et que la ville de Paris s'investisse, et au travers d'un certain nombre d'associations, il en existe, à l'échelle du Grand Paris également, trouve des cofinancements. Je vais vous donner un exemple. Il y a l'hôtel de Nemours dans le 11e arrondissement. C'est un hôtel qui a été racheté et aussi bien l'achat plus les travaux de rénovation pour faire une trentaine de logements, on est à 4,5 millions. C'est tout à fait dans les cordes de la ville de Paris, surtout au travers des cofinancements, et ça permet de répondre à près d'une quarantaine de demandes, parce qu'il y a des chambres doubles pour certaines d'entre elles. Nous, c'est ce qu'on souhaite développer. Pour le logement social, vous dites, monsieur, je bosse. Bon, nous, la priorité de Rachida Dati, c'est pour le logement social, ceux qui travaillent, ils ont droit à vivre à Paris parce qu'ils travaillent à Paris. Et je rejoins Moustapha qui le disait tout à l'heure, ça me permet de répondre aussi à Moustapha sur ce point-là. Vous parliez des problèmes de transport, que le soir on rentre, on peut même plus s'occuper de ces gamins parce qu'on est trop fatigué. Et ben ça permet aux gens de rapprocher le lieu de travail de leur lieu de vie. Et puis, alors j'ai une dernière question. Dernière question, allez-y. En fait, l'association dont je travaille, c'est Gaïa. Oui. C'est celle qui porte la salle de consommation. Je sais que votre candidate que vous soutenez est venue à la salle de conso. Quelle sera votre position par rapport à la salle? Nous considérons qu'il y a d'autres réponses à apporter pour ceux qui sont dans les addictions que les salles de shoot
ou les haltes consommation de soins à addiction. moindre risque, s'il vous plaît. Ouais, haltes de soins addiction telles qu'elles existent aujourd'hui à Paris. On a fait venir une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle EVA et qui intervient dans le 93 et qui accompagne non pas au travers d'un entretien de l'addiction, mais qui au contraire, derrière, sort avec des résultats de 75% les gens de leurs addictions définitivement. Nous, on préfère ce modèle-là. Alors, il y a quand même 100 salles dans le monde. Et, il y a plein d'études, notamment celle de Vancouver d'Insight, qui prouvent que de toute façon, un usager qui fréquente une salle de conso, ça n'entretient pas son addiction, mais au contact de professionnels, le jour où c'est qu'il veut s'en sortir, on a tout le panel nécessaire pour l'accompagner dans ce sens. Une salle de consommation n'entretient pas l'addiction. Je pense que là, vous vous trompez de copie. C'est juste une question, parce que je suis intéressé par la réponse de monsieur sur le fait que la salle de consommation à moindre risque n'est pas une solution. Vous parlez de l'association qui a un résultat de 75%, je crois, mais par quelle méthode elle y arrive en fait? Qu'est-ce qu'elle fait, cette association? En un mot, il y a un accompagnement au travers d'ateliers avec des professionnels et surtout, sur une association comme celle-ci, c'est assez frappant. Ce qu'on constate, c'est que la majorité municipale sortante ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui marche ailleurs. Or, dans le 9.3, on voit des modèles qui marchent et qui sont différents de la HSA. En Suisse, ils ont fait quand même leur salle de conso en 86. Regardez ce qui marche ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Alphand. On compte sur vous encore une fois pour transmettre toutes les remarques et les suggestions qui ont été faites par les auditeurs, auditrices et par le public qui a été très actif et qui a apporté vraiment des remarques extrêmement pertinentes et intéressantes. Merci à vous toutes et tous.